Bonjour, je m'appelle Cecilia Poulain et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. C'est un grand plaisir pour moi de souhaiter le bienvenue sur le podcast à quelqu'un qui répond exactement à la cible de type de femme que je voudrais interviewer. Donc je souhaite bienvenue à Céline Gastine. Donc Céline est prof de tango. Elle était trader, donc dans les obligations, des actions, tous ces trucs financiers. Et aujourd'hui, elle est actrice de la transition écologique et entrepreneuse. Donc, elle a créé une société qui s'appelle Fuso. Donc, bienvenue Céline. Bonjour Cécilia. Moi, je suis très heureuse d'être là, de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir contribuer à ce podcast. Super. Merci d'être présente. Donc, première question, c'est, je voudrais juste avoir un peu une idée de ton parcours. Donc, comment est-ce que parle-moi un peu de toi, un peu du tango, un peu de la finance, un peu de Fuso et dis-moi comment t'es arrivée à créer une société, ton entreprise. Ouais, ok, on va commencer par le début. Moi, j'ai été donc négociatrice sur les marchés financiers pendant plus de 10 ans. J'ai fait et en tout 20 ans dans la finance. Donc, en gros, mon job consistait à acheter et à vendre au meilleur prix pour le compte de clients. J'avais 6 écrans devant moi, 3 téléphones et un tas d'outils qui me permettaient de réagir vite et efficacement. Donc c'était vraiment l'image qu'on a de la finance, quoi. Okay. Ouais, comme dans les films. Comme dans les films. Un peu moins. Quoique parfois on crie, on n'est pas content. Et parallèlement à ça, j'étais très investie, comme tu l'as dit, dans le monde de la danse et je créais des événements et je donnais des cours de tango argentin. Et donc du coup, j'avais cet équilibre trader, prof de danse qui m'a convenu pendant une dizaine d'années. Et la danse nourrissait mon côté créatif et mon besoin de créer du lien social. Et besoin de bouger aussi. Et mon besoin de bouger. Et la finance, tu vois, me nourrissait mon côté plutôt cérébral et puis permettait aussi de faire chauffer la marmite de mon foyer, tu vois. Et toutes ces années passant, mon métier s'éloignait de plus en plus de mes valeurs, qui sont en fait plutôt sobriété du quotidien, plutôt harmonie avec la nature, plutôt respect de soi et des autres. Et j'ai donc œuvré dans la finance à essayer d'y introduire un petit peu plus de ces valeurs. Et je suis devenue la référente green de ma filiale. J'ai aussi cofondé la branche Sustainable au sein du gros réseau de femmes du groupe. Et puis, j'ai aussi fait partie du comité RSE. Bref, tu vois, j'étais un peu responsabilité sociale des entreprises. Donc, la RSE, c'est en gros, c'est essayer de, les entreprises, c'est que les entreprises essayent d'être responsables, donc au niveau écologique, au niveau aussi social, tu vois, et au niveau sociétal. Donc, par exemple, ça prône aussi la parité homme-femme, ça va aussi réfléchir sur des thématiques comme l'intégration des personnes en situation de handicap, etc., etc., etc. Et bref, donc tu vois, j'essayais c'était un peu, j'essayais de me raccrocher à tout ce que je pouvais dans ce métier pour essayer d'être un peu plus en cohérence avec mes valeurs. Et est-ce que pendant cette période, est-ce que tes valeurs qu'est-ce qui a fait est-ce que tes valeurs ont changé ou est-ce que c'était toujours tes valeurs? En fait, oui, mes valeurs ont changé, elles ont évolué.
je pense qu'elles étaient présentes au fond de moi, très très profond au fond de moi, parce que en fait, on est dans une société qui te prône plus la consommation, qui te prône la réussite sociale. Moi, je viens d'un milieu populaire, donc j'ai monté tous les échelons les échelons de la société, comme la société me le disait. Elle me disait, bah, si tu montes les échelons, tu vas être heureuse. Si tu consommes, tu vas être heureuse. Et au final, tu arrives un peu. Je dis pas que tu peux arriver au top de la pyramide, mais je suis quand même arrivée assez haut dans la pyramide par rapport de où je venais, d'où je venais. Et tu regardes les gens autour de toi et tu dis, mais en fait, ils sont pas très heureux, ces gens-là. Et moi, je sentais qu'au fond de moi, tu vois, j'avais besoin du tango à côté. J'avais besoin d'autre chose. Et donc voilà, donc tu vois, t'arrives à ce qu'on te dit. Moi, j'étais assez bonne élève, donc j'ai suivi un peu tout ce qu'on m'a dit. Et puis finalement, bah non, ça le fait pas. Et déjà, félicitations d'avoir fait ça, parce que je trouve que c'est, même si ça te correspondait pas, je trouve que c'est déjà une énorme réussite d'avoir même d'avoir suivi tous ces chemins-là, même si c'était pas ce qui te correspondait pas. Je trouve que c'est déjà oui, mais je pense que réussite. Je pense que j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de le. Tu vois, c'est un peu comme quand on te met. Non, mais j'avais besoin en fait de le faire. Je pense dans mon parcours, j'avais besoin de le tester, de me dire, ok, ça c'est check, et ok. Je peux le faire. Finalement, c'est pas ce qu'on me dit. Sinon, je pense, et puis je peux le faire aussi. T'as aussi un code. Voilà, je l'ai fait. Mais je pense que effectivement, j'avais besoin de le faire pour me dire comment expliquer. C'est comme si tu vois, c'est un but que tu n'arrives pas à atteindre. Une fois, tu auras toujours envie de l'atteindre si tu le fais pas. Et là, donc tu le vois un peu comme des étoiles. Et donc du coup, et quand tu es dans les étoiles, bah non, dans les étoiles, on te dit c'est des étoiles. Et là, tu dis bah non, ce sont pas des étoiles en fait. C'est pas si tant le Graal que ça. Ouais. Donc toi, t'étais en finance et tu essaies de combler avec le tango, tu essaies de combler avec toutes les activités dans le. Et puis j'ai mes convictions écologiques qui étaient là et qui étaient de plus en plus présentes. Dans ma vie à côté, j'étais de plus en plus investie dans la question des déchets, de plus en plus investie dans la question de l'alimentation. Plein de choses qui allaient dans le sens de l'écologie. Et je sentais que ça devenait de plus en plus, que j'en avais de plus en plus besoin. Et puis j'ai eu un petit garçon en 2016. Donc du coup l'équilibre tango, finance, tu vois, ça a été complètement ébranlé. Et puis tu as aussi la question finalement de comment aussi je vais élever cet enfant, comment je vais le nourrir. Donc tu as les questions écologiques, qu'est-ce que je vais mettre comme produit ménager chez moi pour qu'il soit dans un environnement sain. Tu vois, tu te poses plein de questions encore plus quand tu as un petit bébé. Donc, quel monde est-ce qu'on va laisser à nos enfants aussi? Et aussi, après, mais déjà rien que dans un côté très pratico-pratique dans ton quotidien, tiens, comment je vais, qu'est-ce que j'offre à mon bébé? Voilà. Donc, tu vois, est-ce que du coup, je lui mets des couches avec des couches qui sont jetables, qui sont très pratiques, mais où je sais qu'il y a plein de cochonneries dans ces couches et que ça va aller sur ses petites fesses. Est-ce que je choisis ça ou est-ce que je choisis des couches lavables? Ou c'est du coton bio, voilà. Alors certes, ça me demande quelques lessives, mais finalement, en termes de santé, je me dis déjà il y a un truc qui est plus dans mon cœur qui fait plus résonance. Et puis à côté de ça, ça génère moins de déchets. Donc ok, donc je prends ce choix-là. Voilà, comment je le nourris? Est-ce que je l'allaite? Est-ce que je lui donne le biberon? Voilà, bon. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir l'allaiter, donc je me dis bon voilà, c'est déjà une chose
qui est faite, mais est-ce que après je lui donne, est-ce que dans sa chambre comment je la nettoie, est-ce que je la nettoie avec des produits ultra, voilà, ou est-ce que du coup je choisis le vinaigre blanc parce que ça dégage, parce que le vinaigre blanc, je sais que ça dégage pas de composants organiques volatiles. Et du coup, tu rentres aussi, ça a aussi, je pense, accéléré ma transition, le fait d'avoir un petit bébé. Et donc, quel était le moment où ouais. tu as décidé que quel était le moment de rupture entre la finance et le... Ça a été en 2018, début 2018. En fait, déjà, quand je suis rentrée de mon congé mat, j'ai demandé à travailler sur des sujets qui étaient plus responsables. Ce qu'on m'a donné. Hein. Je suis devenue la référente, voilà, de la filiale verte de notre du groupe. Mais du coup, ça, au bout d'un moment, ça me nourrissait plus. Je sentais que mes valeurs, elles étaient vraiment très, très loin. J'avais besoin de choses, je pense, plus pratiques, plus sur le terrain. Et puis, en début 2018, j'ai fait un burn-out. Ah, oui, ça, c'est voilà. effectivement une bonne rupture. Parce qu'en fait, parce que du coup, ta tête te dit bah non, c'est bien, t'as un bon travail, t'es bien payé, voilà, ça permet d'avoir un bon niveau de vie, mais ton cœur est ailleurs. Et donc au bout d'un moment, le corps il fait ben stop. Ça s'est manifesté comment, le burn-out? J'ai pas pu me lever un jour. D'accord. Ah oui. Voilà. Mon corps a dit stop. En fait, j'ai eu des prémices que j'ai pas écoutées. Moi, je suis rarement malade et je suis tombée malade 3 fois de suite. J'ai eu une gastro, des trucs à la con, hein, mais j'ai eu une gastro, j'ai eu une grippe et puis après j'ai fait une chute en scooter hein, où je me suis foulé la cheville. Oui. Comme dirait mon homéopathe, bah vous ne savez pas sur quel pied danser. Effectivement. Il y a énormément voilà. dans ton cas, ça a plusieurs sens. Voilà. Exactement. Et donc je suis retournée travailler, mais au bout d'un moment, le corps il a dit stop. Voilà. Et ensuite, après. Voilà, ça s'est manifesté comme ça. Et ensuite, j'ai pas pu Voilà, je sais pas. Ensuite, après, tu rentres dans une espèce d'engrenage qui fait que moi, au bout d'un moment, je pouvais pas y retourner. Donc voilà. J'ai négocié une rupture conventionnelle. Et puis, je me suis inscrite à Dauphine pour faire une formation dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Voilà, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire à l'époque. Donc, c'était en 2018. Mais par contre, je savais la grande direction où j'avais envie d'aller. Où j'avais envie d'œuvrer, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, à la suite de Dauphine? À la suite de Dauphine, j'ai pris un petit peu de temps et puis j'ai monté Fuseau en début 2020. Et c'était début de cette année, d'accord. Et c'était évident pour toi que Fuseau sera ce que c'est ou ça c'était un long cheminement ou quel était ton processus? Alors Dauphine, ça a duré 1 an. Donc j'ai eu mon diplôme en novembre 2019 et je suis partie début 2020 en Inde. Donc du coup j'ai grillé tout mon impact carbone dans un voyage, mais je sentais que c'était nécessaire. Où j'ai fait une cure ayurvédique et où en gros j'ai passé 15 jours à m'occuper que de moi. Et ça c'est un truc que je conseille de faire à toutes les femmes hein, parce qu'on a une charge mentale juste énorme. Et
et l'idée de se dire qu'on s'offre 15 jours dans sa vie où on ne fait absolument rien et où tout le monde est aux petits soins pour toi, ça te fait un bien fou, ça te permet de vraiment te poser, de prendre du recul. Et dans mon cas, je suis revenue avec l'idée de Fuseau en me disant moi, j'étais déjà donc très avancée dans ma transition écologique et en fait, je passais mon temps à conseiller les copines, les copains, et puis aussi, je partais du constat que j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient mais moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais par contre je sais pas comment le faire, je sais pas si ça va avoir un impact réel, et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et moi, j'avais déjà étudié tous ces sujets-là, en fait. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais les aider à s'engager. Et en Fuseau, c'est quoi exactement alors? Alors, Fuseau, c'est une structure qui permet l'engagement des individus et des entreprises dans la transition écologique. Tu vois, en fait, c'est le moment où tu as envie d'y aller, mais tu sais pas comment, et puis tu te dis et puis comme c'est un peu l'inconnu et tu sais que tu vas être obligé de changer tes habitudes, ça fait peur. Et donc du coup moi je me place à ce niveau-là où j'accompagne, j'aide, j'engage tous les individus, que ce soit dans le contexte perso ou pro, à les aider, à se dire tiens, je te montre le chemin, je te donne les réponses à tes questions, je démêle le faux, le vrai du faux, je réponds à tes interrogations et je t'accompagne dans ton engagement. Et ça, concrètement, ça se manifeste comment? Alors, plusieurs manières. Donc, moi, je m'adresse soit au grand public, soit aux entreprises. Côté grand public, ça va être sous format d'atelier. Donc, c'est les ateliers de combien de personnes? Donc, écoute, ça dépend en fait la demande, ça dépend avec qui je fais des partenariats, mais ça peut être des petits ateliers de 10 personnes comme de 20 personnes. Si c'est plus, après, je vais demander à quelqu'un de venir avec moi pour qu'il y ait une bonne synergie. Parce que moi, je crois beaucoup au collectif aussi. C'est-à-dire que l'engagement individuel, ça peut paraître un peu bizarre, mais l'engagement individuel est facilité par le collectif. Donc, c'est-à-dire que quand tu viens à un atelier, tu viens en général dans une démarche individuelle, mais comme tu es entouré de gens qui sont dans la même dynamique que toi, dans un collectif qui est dans la même dynamique que toi, ça va être plus facile parce que tu te sens entouré et tu sens qu'il y a des gens qui sont là et qui répondent et qui veulent en fait la même chose que toi. Et donc, l'idée, c'est de vraiment créer une synergie de groupe, tu vois, pour se dire, tiens, on avance ensemble et aussi partager les joies, les échecs et tout ça. Parce que quand tu es un peu précurseur, quand tu engages ta transition écologique aujourd'hui, tu restes dans les précurseurs. Tu restes encore en avance par rapport à la société, donc c'est une vraie dynamique, tu vois. Ce qui est quand même extraordinaire que aujourd'hui, quand on sait où on en est en termes écologiques, que les gens qui prennent ce chemin-là sont encore précurseurs et que ce n'est pas encore du mainstream. Oui, mais c'est difficile, Cécilia. C'est difficile parce qu'on est dans une société qui te prône autre chose. Et tu es entouré de publicité à longueur de journée. Tu es dans une société qui est en transition. Donc, tout le monde a envie, en fait, que la planète aille mieux. Mais on est dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont pas bien. C'est-à-dire que la dissonance cognitive, c'est quoi? C'est que tu as des actes qui sont différents de ce que tu penses au fond de toi. Différents de tes croyances. Au fond de tes croyances, exactement. Donc par exemple, t'as pas envie
que le plastique finisse au fond des océans. Il y a quand même maintenant, tout le monde le sait, il y a un septième continent de plastique. Dans le poisson que tu manges, il a forcément du plastique dans le ventre. Tu as 80% du poisson que tu manges qui a du plastique dans son ventre. Donc, quand tu manges du poisson, tu manges forcément du plastique. Et en même temps, à côté de ça, bah, quand tu vas faire, alors il y a de moins en moins de sachets en plastique, mais voilà, ne serait-ce que tu vas aller chercher ton pain, bah, t'as pas pris de sac, bah, tu te retrouves avec le papier autour de ta baguette, le sac plastique, etc. Et donc, parce que aussi, tu as une société qui te propose ça. Quand tu vas chez ta boulangère, elle t'entoure chaque truc avec du papier et après, elle te fout ça dans un sac. Ouais. Et souvent, moi, je discutais avec ma boulangère, elle me dit, j'ai des gens qui me prennent un croissant en partant tu vois, sur le chemin. Ils demandent le papier autour du croissant plus le sac. Et elle les voit, ils sortent de la boutique pour rejeter ça dans la poubelle qui est en face. Ouais. Sachant que le sac plastique, il va forcément finir au fond des océans. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, c'est ça la dissonance cognitive. T'es pas en accord avec tes actes sont pas en accord avec tes croyances profondes. Et du coup, ça crée un mal-être ambiant. Ouais. Et moi, j'ai envie de réduire ça. En fait, c'est là où j'ai envie de réduire cette dissonance cognitive et j'ai ma mission en fait et ce qui m'anime, c'est ça. C'est-à-dire, finalement c'est le bien-être c'est le bien-être et c'est réduire en fait cette dissonance cognitive pour se retrouver plus en accord avec ses valeurs. Et ce qui passe par des changements d'habitude qui ne sont pas faciles à mettre en place. Alors, quand tu arrives dans un atelier, donc on reste sur les ateliers grand public, comment est-ce que tu... du coup, je vais pas parler de l'entreprise. On va en parler après. Mais quand tu arrives dans un atelier grand public, quelle est ta démarche? Comment est-ce que tu as un truc préformaté? Tu sais exactement comment tu vas dire Alors, j'ai 3 grandes phases dans mes ateliers. J'ai une première phase pour moi qui est très importante. C'est reconnecter les gens à leur corps. Donc moi, j'ai fait pas mal de danse à côté de mon métier de trader. Et en fait, on est dans une époque où les gens sont très dans le cerveau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous prône. On nous dit, tu vas monter dans la société si t'as fait telle et telle étude, etc. Donc, on te met dans les cerveaux. Et les métiers qui sont aujourd'hui qui sont mis en avant, c'est des métiers où tu utilises plus ta tête que ton corps. Sauf que nous, on a un individu à part entière et qu'on a effectivement besoin de faire tourner notre cerveau, mais aussi notre corps. Et on est complètement coupé de ce corps. Et ce corps, c'est ce corps-là qui est relié à la Terre. Donc, moi, j'ai toute une première phase. Pas seulement le corps, je dirais, et pas seulement le corps, mais également la créativité. Je pense qu'il y a cette partie-là aussi qui est... Ouais, ça c'est... Ouais, exactement. Ouais. Tu as aussi la créativité aussi qui est aussi un petit peu coupée, mais je pense que la créativité, elle vient aussi du fait que on est formaté, tu vois. Mais pour revenir au corps, tu vois, ce corps, il a plus de mal maintenant à s'exprimer parce qu'on est coupé. Et c'est ce corps donc qui est relié, donc ton corps, tes pieds sont reliés à la planète, et c'est aussi le corps qui te relie aux autres, tu vois, aux autres personnes. Donc moi, j'ai une première phase en général dans mes ateliers où j'utilise des outils de danse pour reconnecter les gens à leur corps et aussi les reconnecter aux autres. J'ai une deuxième phase de sensibilisation où on discute voilà des grands chiffres, je ramène en fait ce qu'on peut entendre autour de soi à des choses qui sont plus concrètes dans la vie. Donc tu vois, des trucs basiques, mais combien il faut de litres d'eau pour fabriquer un jean? Est-ce que tu le sais? Je sais que c'est extrêmement polluant les jeans. C'est que tu le sais ou pas? Non, je sais pas combien, mais je sais que c'est beaucoup. À ton avis?
100 litres? 100 7000 litres d'eau. litres d'eau, il faut. 7000 12. litres. Wow. 7000 litres pour un jean. Sachant que le jean, quand il arrive dans ton placard, il a fait 3 fois le tour de la planète. Wow. Parce que au jour d'aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire le tissu à un endroit, de le fabriquer à un autre, de le teindre à un autre, etc., etc. 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans ton placard, et 7000 litres d'eau douce. Wow. C'est énorme. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner un conseil aux auditeurs. Quand vous achetez neuf un vêtement, lavez-le. La première chose que vous devez faire, c'est le laver. Parce qu'en fait, les vêtements dans boutique, ils ont mis un certain nombre de produits dessus pour qu'ils soient très bien, nickel et tout ça, pour qu'ils donnent envie de l'acheter. Mais ces choses-là, c'est des polluants qui sont des perturbateurs endocriniens. Wow. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est le laver. D'accord. Ne pas le mettre sur sa peau directe. Voilà, c'est un petit conseil de santé. Moi, j'ai appris quelque chose, je ne le savais pas. Voilà, donc tu vois, l'idée, c'est aussi ça, c'est de se dire, tiens, avoir des chiffres comme ça en tête qui font que, tiens, dès que je vais m'acheter un jean, ah mince, derrière, il y a 7000 litres d'eau douce, il y a 3 fois le tour de la planète, et puis je parle même pas des enfants qui ont travaillé dessus. Donc, il y a une petite prise de conscience. Et la troisième phase, c'est alors, quelles solutions on peut mettre ensemble? Quelles sont les solutions et qui ont un réel impact à la fois sur la planète, mais aussi sur nous. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on met en place des choses, des changements d'habitude, des choses vertueuses, c'est vertueuse pour soi, mais c'est aussi vertueuse pour son écosystème et pour la planète. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve ça hyper enthousiasmant. Et donc ça c'est ce que tu fais avec le grand public. Et pour les entreprises, comment ça se manifeste? Pour les entreprises, ça va être plus sous forme alors ça peut être aussi des ateliers de sensibilisation comme pour le grand public, mais ça peut être aussi du team building, donc où on va réfléchir ensemble. Alors j'ai toujours cette partie corps qui pour moi est juste capitale. Il y va être aussi des ateliers et après on va réfléchir ensemble aux solutions qu'on peut mettre en place au sein de l'entreprise de manière collective. Donc, avec des outils, j'utilise des outils d'intelligence collective pour ça. Et avec ces outils-là, on en ressort des solutions concrètes qu'on a envie de mettre en place. Et puis après, moi, je les accompagne dans cette mise en place. Et les outils d'intelligence collective, donc ça m'interpelle de savoir. Moi, je crois beaucoup au collectif. Donc, tu vois, par exemple, je ne crois pas du tout à moi qui arrive et qui dit bon alors ok dans votre entreprise il y a ça qui est pas bien et donc du coup il faut faire ça et ça et voilà. Ou alors tu vois, non ça marche pas du tout. Par contre si tu mets les gens ensemble ensemble, qu'on réfléchit ensemble quelles solutions on peut mettre en place, comment on peut les mettre en place, l'idée elle vient du salarié, elle vient du collectif qui fait que après tu t'appropries cette idée et tu as envie de la mettre en place. Et c'est la force de ces outils-là. Et est-ce que tu as la suite? Est-ce que tu sais ce que les entreprises où tu as travaillé, tu sais ce qui s'est réellement passé après l'atelier? Alors, là, je t'avoue que c'est un petit peu comme j'ai monté ma boîte en mars 2020 et que c'était un super timing. Pour l'instant, tu vois, les retombées, c'est un truc secondaire. Donc voilà. Donc j'espère que que la fin de 2020 et que 2021 sera plus propice. Je pense en tout cas, elle est propice à la transition écologique, mais sauf qu'on est dans des conditions sanitaires où c'est beaucoup plus difficile de mettre en place ces choses-là, d'intervenir en entreprise et ce qu'on peut comprendre. Donc, du coup, je peux pas répondre à ta question. D'accord, ok, pas de souci. Alors, quels sont dans ton entreprise, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir?
quand tu te lèves le matin et je dis, ah, chouette, je vais faire ça. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te... Ce qui me nourrit, c'est c'est de voir les gens changer et de les voir changer et qui se disent waouh, le changement finalement est beaucoup plus comment dire, m'apporte plus que le fait de pas changer et qui te disent waouh, super. Je te prends un exemple. Alors dans ma vie perso, voilà, j'ai une maison en Sologne que je suis en train de transformer en tiers-lieu avec mon ami. Transformer en quoi? En tiers-lieu. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un lieu qui proposera des stages inspirants, que ce soit à la fois dans l'écologie, mais aussi dans l'artistique, en fait tout ce qui aura un impact positif sur la planète et sur l'humain. C'est en transition. C'est une vieille maison de famille qu'on est en train de transformer. Mais par contre, régulièrement, on accueille des amis, des copains et tout ça. Et moi, je suis toujours avec ces valeurs qui sont, je n'impose rien, mais par contre, je reste sur mon axe. Et je suis je reste avec mes convictions. Donc, quand je suis dans cette maison ou même ici, quand j'accueille les gens, je les accueille avec qui je suis. Et donc, du coup, moi, j'ai fait le choix. Je ne suis pas encore végétarienne, mais je suis quasi végétarienne parce que la viande a un impact énorme, un gros impact carbone. Et donc, du coup, quand on vient dans cette maison, en général, on mange quasi végétarien. Et j'ai des amis qui mangent beaucoup de viande. Voilà, matin, le midi, j'allais dire matin, midi, soir, mais juste le midi et le soir. Et donc, ils sont venus 4 jours. Et le lundi, je reçois un week-end prolongé. Le lundi, je reçois un SMS de ses amis et qui m'ont dit waouh, le régime alimentaire qu'on a eu pendant ces 4 jours était juste, ça nous a fait un bien fou. Est-ce que tu voudras, Céline, nous donner des recettes de cuisine végétarienne? Oh, wow. Et là, tu te dis, ça, c'est un super message. C'est-à-dire que rien que le fait d'être toi sur ton axe, de proposer des choses différentes, d'ouvrir à autre chose, fait que tu peux essaimer. Et ça, c'est vraiment un des messages que j'ai aussi envie de faire passer, c'est qu'on n'a pas, ça sert à rien de convaincre. Mais par contre, l'idée, c'est d'être comme on est, avec ses convictions et ça. Et après, tu dégages quelque chose qui fait que tu essaimes beaucoup plus. D'une façon beaucoup plus profonde. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important finalement le changement d'habitude, c'est que dès que tu changes une habitude, en fait, tu vas essaimer naturellement autour de ton écosystème qui lui-même va essaimer. Donc il faut vraiment pas négliger ces petits changements d'habitude, ces petits éco-gestes. On se dit c'est pas grand-chose à l'échelle de la planète. Mais si. Parce que en fait, tu as un impact sur ton écosystème qui lui grandit. Et ça correspond exactement à ce que moi j'essaie de faire, ou que je suis en train de faire dans mon coaching, c'est de faire en sorte que, moi je travaille qu'avec les femmes, mais que les femmes se rendent compte de leur valeur et qu'elles disent, moi c'est ok si je suis juste moi. Et ça correspond exactement à ce que tu dis. C'est juste en étant soi qu'on peut avoir un impact énorme. Oui, parce qu'en fait, t'es vrai. Et donc, du coup, tu dégages une énergie. Exactement. Qui est différente. Qui est ultra positive. Et puis, quand tu parles de tes valeurs profondes, quand t'es en cohérence, en fait, t'es animé. Et ça, c'est dans le monde dans lequel on est, on est tellement formaté que les gens qui sont animés, ça se sent, ils ont une position qui est différente, qui fait que ça attire. Oui, absolument. Moi, je vis exactement la même chose. Et dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. C'est-à-dire que l'idée, c'est que de rester soi,
proposer des choses qui te ressemblent et pas essayer de faire comme un tel, un tel, un tel. Je dis pas que tu peux pas t'inspirer, hein. Tu peux t'inspirer et puis dire ah bah tiens oui bah ça me ressemble, hop oui ça je peux le. Mais l'idée c'est de proposer des choses qui sont toi, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de choses qu'on pourrait faire à la maison, je ne sais pas, dans la salle de bain, à la cuisine, qui sont simples, qui sont... Ouais, je peux. Alors, je pense qu'une des choses que tu peux faire dans ta salle de bain et qui est beaucoup mieux pour toi et la planète, c'est ne plus acheter de gel douche. C'est le truc qui est très simple et acheter un savon. Alors, un savon saponifié à froid, voilà, pas n'importe quoi. Un savon comment? Ça t'agresse. J'ai pas compris. Alors, il faut prendre des savons qui sont plutôt artisanaux et qui sont saponifiés à froid. Ah, d'accord. C'est beaucoup moins agressif pour la peau. Okay. En tout cas, dans un premier temps. Il y en a qui arrivent à se laver avec le savon de Marseille, mais moi, j'y arrive pas, ça m'agresse trop la peau. Mais par contre, tout ce qui est saponifié à froid, ça, c'est top. Okay. Donc déjà, là, tu t'enlèves... puisque dans tous les gels douche, en plus du plastique que ça produit, tu as plein de perturbateurs endocriniens. Super. Et puis, un gel douche, c'est quoi, en fait? C'est juste du savon avec de l'eau. Oui. Mais c'est vrai, on oublie ça. Mais en fait, le gel douche, c'est du savon avec de l'eau. Et pour que c'est une texture un peu de gel, ils rajoutent des additifs. Donc, tu vois, c'est juste oui. Que c'est pas... C'est pas logique. C'est même pas logique. Quoi. Oui. Donc, autant retourner au savon. Et voilà. Et moi, par exemple, tu vois, avant, je me disais, oh là là, le savon, ça va m'agresser la peau et tout ça, parce que j'avais encore cette idée des vieux savons que j'avais quand j'étais jeune, et etc., et qui me tiraient la peau. Mais parce que c'était des savons où il y avait plein c'était des savons, voilà, avec plein de choses dedans, qui n'ont pas lieu d'être dans un savon. Donc maintenant, je fais très attention, je regarde ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un des premiers principes, c'est regarder la liste d'ingrédients qu'il y a derrière. Alors moi, j'ai un principe, c'est que je n'achète pas si je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Donc autant te dire que j'achète pas grand-chose. Parce que j'ai pas envie de faire des études, de me dire c'est quoi les machin, les trucs bidules. Ok, un savon, ça a 3 ingrédients, c'est tout. Ça marche très bien. Et qu'est-ce que tu as d'autre, voilà. Par le savon, qu'est-ce que tu as d'autre dans ta salle de bain? Moi, dans ma salle de bain, j'ai pas grand-chose. Parce que j'ai plus de crème. J'ai de l'eau florale que je mets sur mon visage quand je sors de la douche, parce qu'il y a beaucoup de calcaire ici à Paris, donc ça arrête les méfaits du calcaire en fait. Moi, je faisais des allergies à l'eau pendant 20 ans. J'ai pas compris, je comprenais pas pourquoi. Et puis en fait, à partir du moment où je suis passée au savon et à l'eau florale, maintenant je peux de nouveau remettre de l'eau sur mon visage, ce qui est un truc de dingue quand même. Donc j'ai de l'eau florale et après j'ai de l'huile que je mélange avec de l'aloe vera tous les matins. Et je mets un pchit d'huile, un pchit d'aloe vera, je le frotte dans mes mains, je le mets sur mon visage et c'est fini. C'est génial. Voilà, j'ai ça. J'ai un déodorant que je fais moi-même avec 3 produits. Et j'ai un dentifrice que je fais moi-même avec 3 produits, pareil. Et puis, ça s'arrête là, quoi. J'ai une brosse à dents où on n'enlève que la tête. J'ai plus de coton-tige, j'ai un auriculi. C'est quoi ce truc-là? Les gens, en général, ils savent pas trop ce que c'est, mais voilà. L'auriculi, c'est une sorte de petit bâton en bois qui permet de nettoyer les oreilles, mais finalement, tu t'aperçois à la sortie de la douche avec un coin de ta serviette, ça marche aussi très très bien. De toute façon, faut pas aller trop dans l'oreille parce que ça abîme le tympan. Donc les cotons-tiges, ça abîme en fait les tympans, en plus d'être un désastre écologique. Et je crois que c'est tout. C'est pas grand-chose d'autre en fait. Du coup, ça prend moins de place dans la salle de bain. Donc dans les appartements parisiens, c'est plutôt sympa. Oui, effectivement. Et voilà, puis tu vois, j'ai un savon, on a le même savon pour ce qui est fou, c'est que j'ai le même savon pour mon mari, mon petit garçon et moi.
On a le même déodorant avec mon mari, c'est lui qui le fait maintenant. Voilà, donc pour te dire non. Après, voilà, en tout cas, c'est très simple, ça prend 2 minutes à faire. Et voilà, c'est tout. Ah oui, j'ai un shampoing, oui, quand même. J'ai un savon, mais en shampoing. D'accord. Ouais. Et si quelqu'un qui écoute a envie de participer à tes ateliers, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi? Eh ben, il peut s'inscrire. Donc, soit je suis sur les réseaux sociaux, donc il peut aller liker ma page Facebook qui s'appelle Fuso Accompagnement à la transition écologique. Donc, c'est Fuso, c'est F-U-Z. Apostrophe. O. Mm-hmm. Les fuseaux comme les fuseaux horaires de la planète, les idées qui fusent, et le lien qui est tissé, le lien du fuseau qui est tissé, voilà, entre l'individu et la planète, et puis aussi entre les individus. Et j'ai aussi un compte Instagram, c'est fuseau.fr. Et puis j'ai un site où on peut s'inscrire à la newsletter, mais je suis pas hyper active. Alors c'est toujours un peu, je suis pas hyper active sur la newsletter. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre quand tu es entrepreneur du changement ou entrepreneur à impact. C'est que tu es obligé de te faire connaître et tout ça, donc d'alimenter un peu les réseaux sociaux, d'envoyer des mails, etc. Et en même temps, moi, je sais que le numérique, c'est un des gros pollueurs. C'est-à-dire que si Internet était un pays, ça serait le troisième plus gros pollueur du monde. Wow. Donc, du coup, tu vois, je suis toujours un peu dans ma démarche où je me dis, je n'envoie pas un mail s'il n'est pas nécessaire. J'essaye de pas trop inonder les réseaux sociaux. Et puis, c'est pas dans ta façon d'être. C'est plutôt dans ma façon d'être. Voilà. En tout cas, voilà. Quand il y a des ateliers, je les mets sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Et puis moi, j'aime bien j'aime bien poser 2 questions. La première, c'est en tant que femme, quelle était un peu ton expérience de travail, du monde du travail? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient particulières? Alors, on va faire ça en 2 étapes. On va venir dans le milieu de la finance. Donc, moi, salle de marché, entourée d'hommes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des femmes qui sont passées, qui sont reparties. Je suis celle qui a duré le plus longtemps. J'étais payée 25% de moins que le mec qui était à côté de moi et j'avais plus de compétences. 25%, c'est énorme. 25%, c'est énorme. Énorme. Je fais à peu près, parce que je le fais un peu au feeling, mais et quand en fait, je pense que aussi des raisons il y a eu plein de choses, il y a eu plein de raisons pour le burn-out, mais j'ai pris conscience. Je le savais, mais je sais pas, c'est assez bizarre, nous, en tant que femmes. On se dit que, surtout quand tu fais un métier d'homme, tu te dis, ah ouais, je suis déjà acceptée dans ce métier-là, alors que je suis une femme. Donc, il y a un truc qui est un peu extraordinaire. Donc, du coup, tu restes avec ça. Et puis, là, sur mes dernières années, je me dis, mais attends, on m'a annoncé, mon bonus. J'avais un bonus, j'avais une augmentation. Et là, j'ai eu une prise de conscience en me disant, mais attends, mon bonus plus mon fixe plus mon bonus, mon augmentation, tout ça fait que j'arrive même pas au fixe du mec qui est à côté de moi, alors que j'ai plus de compétences que lui. Et là, j'ai pris une énorme claque, en fait. Et je le savais, mais tu vois, là, c'est vraiment à un moment donné dans ma vie où je me dis, c'est pas possible. Et quand je dis, mais attends, t'as conscience de ça quand tu dis ça à ton boss? Et il dit, ouais, mais il est plus âgé que toi. Et là, tu dis, oui, il est plus âgé que moi, mais il a que 50 plus. Est-ce que 5 ans, 25%, il y a un truc qui, tu vois, dans l'équation, dans la règle de 3, ça ne marche pas. Ouais. Surtout pour le financier, ça va compter. Voilà. Mais non, mais c'est comme ça, quoi. Wow. Et donc voilà, donc ça, et puis tu vois, il y a des choses, quand tu dis, nous on est, je sais pas, peut-être quand t'es en salle de marché, ça peut aller très vite, ça peut y avoir du stress, mais moi je trouve que tu peux quand même bien te parler.
Et il y a des moments où on te parle mal, on te maltraite. Et moi, moi, au début, j'ai encaissé. Et quand je suis revenue de mon congé mat, j'étais beaucoup plus sensible. Hein. Je sais pas si c'est le fait d'être maman, etc. Mais en tout cas, ma carapace était beaucoup plus perméable, tu vois. Et quand j'ai commencé à dire, mais attends, j'ai pas envie qu'on me parle comme ça, on me répondait, non, mais tu sais, ici, c'est pas le monde des bisounours, hein. C'est une salle de marché. Wow. Et là, t'es là, ouais, mais on peut quand même se parler correctement, non? Bah non. Ouais. Voilà, donc ça a été les difficultés d'être femme dans un milieu d'hommes. Et en même temps, c'est possible, tu vois. Et puis, t'as aussi, en même temps, c'est possible quand même de faire un métier d'homme, un métier dit d'homme. Alors moi, j'ai pas trouvé ça que c'était un métier d'homme. Hein. Je sais pas, il faut. Oui, c'est un métier. Et en plus, c'est un métier. Voilà, exactement. Alors il y a beaucoup d'hommes qui font ce métier, mais c'est un métier. Et après, tu sens aussi qu'il y a une espèce de plafond de verre. Tu vois, moi, j'ai fait quand même plus de 10 ans ce métier-là, et à aucun moment je suis montée. À aucun moment on m'a donné plus de responsabilités, etc. Alors que j'étais une des plus anciennes. Tu sens qu'il y a une espèce de plafond de verre en fait. Et là, effectivement, au-dessus de toi, c'est que des hommes. Et est-ce que tu avais un homme. Parce que moi j'avais la même question pour moi, et je me suis dit finalement que c'est parce que j'avais pas envie de monter. Mais peut-être toi tu avais plus envie que moi. En fait, tout est dans le fait de monter. C'est-à-dire qu'en France, et peut-être spécialement en finance, j'en sais rien, je connais pas moins bien les autres secteurs, mais du coup, si tu as envie de monter, tu es obligé de prendre la responsabilité managériale. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que du coup, tu peux avoir plein d'expériences et du coup, ne pas avoir envie de manager. Et ce qui fait que tu as plein de gens qui montent, qui deviennent managers, qui perdent toute leur expertise pour être manager, et du coup, ils deviennent pas bons managers parce qu'en fait, c'est pas leur métier. Et on a perdu son expertise. Et c'est un peu le problème d'une société qui est très pyramidale. Et donc moi, j'ai émis plusieurs fois le fait de me dire, bah j'ai envie d'avoir plus de responsabilités. J'ai aussi un peu envie de manager parce que à côté de ça, dans le tango, j'ai quand même monté des structures associatives où j'ai géré 40 personnes. Mais ça, c'était pas du tout valorisé. Tu vois. Oui, donc donc ce que j'entends aussi, c'est que tu demandais, parce que souvent les femmes ne demandent pas, mais toi tu demandais. Alors, je l'ai pas demandé, je pense ouvertement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une opportunité. C'est-à-dire que après, ça à différentes étapes, mais moi, je sais qu'à un moment donné, mon boss direct a démissionné et tout ça, donc il y avait une place à prendre. Et effectivement, j'étais une des plus anciennes et je me suis dit, je suis pas légitime à le faire parce qu'il y a un tel qui a un peu plus d'expérience que moi. Et ça m'a été reproché d'ailleurs après, en me disant mais pourquoi t'es là, tu vois. Donc bah ouais, mais effectivement j'aurais pu. Et après j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient là, des hommes qui étaient là, qui avaient beaucoup moins d'expérience, qui avaient postulé au poste, tu vois. Et effectivement, et ça je pense que c'est très c'est un peu féminin. Ça c'est très féminin. Ouais, alors très féminin. Voilà. Mais après, du coup, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et j'ai essayé, mais certainement pas de manière très, plutôt pas trop vindicative. Là, je sais pas comment dire, mais d'accord. Tu vois. Et ma dernière question. Trop tous. et du coup, et sinon, dans le monde de l'entrepreneuriat, femme entrepreneur, ça aussi c'est important. Alors, il y a du pour et il y a du contre. C'est-à-dire que dans l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur très féminin. Les femmes sont très sensibles aux causes environnementales, sociétales, sociales. Sauf que quand tu arrives, et donc il se passe exactement la même chose que dans les grosses boîtes. Quand tu commences à monter et à regarder qui est responsable des grosses structures, qui est responsable de machin, c'est quasi que des hommes. Wow. C'est très étrange, quoi. Alors que dans cet écosystème-là, c'est 80% de femmes. Mais dès que tu montes, c'est encore que des hommes. Donc ça, c'est la première chose.
à côté de ça, quand t'es femme, et ça c'est génial, t'as plein de structures qui accompagnent les femmes à l'entrepreneuriat. T'as plein de structures de réseaux de femmes. On est hyper solidaires, on s'entraide parce qu'on sait que c'est dur pour nous, quoi, que c'est plus difficile. Et ça c'est un côté super positif. Génial. Et dernière question, si tu avais un message pour les gens qui écoutent, ce sera quoi? C'est d'être soi et de pas avoir peur en fait de qui on est, d'y croire et de s'affranchir en fait de ce que les autres ou la société veut de nous. Même si on peut passer par des phases difficiles, c'est pas facile parce que on est un peu à contre-courant, mais ça vaut le coup. Non, c'est génial comme message. Bon, merci beaucoup Céline et je te souhaite beaucoup de réussite avec ton entreprise et je vais aussi reconnaître le travail que tu fais et reconnaître à quel point c'est important pour nous tous et pour la planète. Donc je te remercie pour ça. Et moi j'ai très envie de venir faire un atelier avec toi. Merci à toi Cécilia de m'avoir donné l'opportunité de parler, de m'exprimer et merci à toi de proposer aussi ce podcast qui me semble important pour les femmes. Super. Et la planète. Parce que je pense que la planète est très reliée à la cause des femmes. Oui. Et d'ailleurs, la planète, c'est féminin. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a plu. Le vendredi 22 janvier, je vais animer un webinaire gratuit et on va parler de comment donner la confiance aux femmes. Le webinaire sera en anglais. Il aura lieu à 8h30 et encore à 14h30. Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur la page Facebook de Brave New Women. Merci pour votre écoute.